Voilà, volontiers. Merci de m'accueillir par vidéoconférence. Je propose aux animateurs de ne pas hésiter à m'interrompre si à un moment donné l'attention se dissipe un petit peu. Je sais que par vidéoconférence, c'est un défi supplémentaire. Donc n'hésitez pas, on peut intercaler des questions à certains moments si c'est souhaité ou si c'est nécessaire. Je vais aller de l'avant jusqu'à ce que vous me fassiez signe, jusqu'à ce que vous m'interrompiez. Je prévois de parler pendant 50-55 minutes et puis qu'ensuite on ait un temps d'échange. D'accord. Voilà. Je surveille les quelques paupières qui sont en face de moi et quand elles tombent trop, je vous interromprai puis on lancera les questions. On essaiera de vous tenir éveillé comme ça. Merci à vous. C'est magnifique comme ça. Alors, je dois encore juste faire une petite opération qui est démarrer un partage d'écran pour que vous puissiez voir la présentation. Voilà. Est-ce que maintenant vous voyez la présentation sur l'écran? Oui, oui, tout à fait. C'est magnifique, ça fonctionne. Formidable. Très bien. Voilà, donc mon souhait est de vous parler de stratégies multimodales pour l'amélioration des pratiques de soins. Le constat démarre avec l'article que vous avez à l'écran en ce moment. Vous ne pouvez certainement pas tout lire. C'est un article de McGlynn de 2003 qui arrivait à cette constatation assez stupéfiante qui est que sur 7000 dossiers de patients tirés au sort, passés au crible de 439 indicateurs de qualité des soins, les patients avaient reçu 54,9% des soins qui étaient indiqués. C'est-à-dire, ces 439 indicateurs, c'était un peu le résumé de la science, de l'état de la science, des pratiques evidence-based, des pratiques fondées sur des preuves pour les dossiers des patients concernés. Et le constat était que 55% des patients avaient reçu ce qu'ils devaient recevoir. Alors, comment est-ce que ça se fait que les patients ne reçoivent pas les soins evidence-based? On a de la recherche qui mène à des bonnes pratiques, à des recommandations de pratiques cliniques. Et au quotidien, nos patients ne reçoivent pas systématiquement tout ce qu'ils devraient recevoir. Vous avez ici à l'écran une liste d'hypothèses. C'est un résumé de 4 articles différents qui vous montrent qu'il y a des facteurs liés aux professionnels, manque de connaissances, manque d'adhésion à la recommandation, ils ne croient pas dans cette recommandation de pratique clinique, un manque d'accès à la nouvelle recommandation de pratique clinique, un manque d'accord sur le contenu, l'inertie des pratiques antérieures. Voilà quelque chose que je rencontre beaucoup dans mon environnement. Des fois, c'est les patients qui demandent autre chose que les soins qui sont indiqués selon la recherche. Des fois, c'est la recommandation qui est ambiguë, qui est trop complexe, qui demande trop de choses, etc. Des facteurs de contexte, pression du temps, etc. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de différents facteurs. Il y en a encore un qui n'est pas sur cette liste. Et là, je vais parler d'expérience de ce que je vois dans mon environnement, qui est simplement la surestimation par les professionnels de leur application des bonnes pratiques. On a l'impression, parce qu'on connaît une bonne pratique, qu'on la pratique très régulièrement et on a tendance à se surestimer dans son auto-évaluation. Je vais vous montrer des exemples dans un tout petit instant. Finalement, ce qui se produit, c'est un fossé qui se creuse entre les bonnes pratiques démontrées par la recherche et les soins tels que les patients les reçoivent au quotidien. Il y a des bonnes pratiques, on serait censé les appliquer à 100% et beaucoup de facteurs nous en éloignent. Parfois, c'est un manque de rigueur, un manque de systématique, la pression du temps, etc. Je vais vous donner un exemple concret qui vient de mon environnement professionnel. Au sein de la Fédération des hôpitaux vaudois, nous avons eu un projet sur l'hygiène des mains. Et avant de démarrer ce projet sur l'hygiène des mains, nous avons posé la question aux soignants, aux professionnels de santé que nous interrogions, dans quel pourcentage des cas où l'hygiène des mains était nécessaire, est-ce qu'ils pensaient qu'ils pratiquaient l'hygiène des mains? La réponse, c'est le bâton vert. 86% des fois, donc le taux d'observance des bonnes pratiques, auto-évalué par les professionnels, était de 86% d'observance de l'hygiène des mains. 20 questions plus loin, dans le même questionnaire, quand les professionnels avaient oublié la première question, on leur demandait « Et vos collègues autour de vous ?»
Et vous voyez qu'on est un peu plus pessimiste sur ses collègues que sur soi-même. Mes collègues à 75%, moi-même à 86%. Et ensuite, nous avons envoyé des observateurs avec des grilles d'évaluation pour compter les gestes d'hygiène des mains indiqués versus les gestes d'hygiène des mains réellement faits. Et vous voyez qu'on a 62% d'observance. Et probablement que ces 62% sont surestimés par le fait que l'observateur était visible. Voilà, donc les 62% qu'on pourrait dire réels sont probablement encore surestimés par le fait que l'observateur est visible. Et voyez que peut-être que ça vous surprend, et oui, on est en Suisse, la Suisse est censée être le pays de la propreté, etc. Et oui, Semmelweis a inventé l'hygiène des mains en 1850, et oui, il y a beaucoup d'évidences scientifiques pour ceci. D'ailleurs, je vous mets au défi, si vous faites une demande à votre comité d'éthique en disant on veut faire un essai randomisé dans la moitié de nos unités de soins, on arrête de pratiquer l'hygiène des mains et dans l'autre moitié, on va le maintenir, on va regarder la différence d'infection, je vous fais le pari que votre comité d'éthique ne va pas accepter. Preuve qu'il y a de l'évidence scientifique assez forte pour ceci, et malgré tout, ce n'est pas systématiquement fait. Je vais vous donner un deuxième exemple, voilà, qui est sur la prévention des escarres. Là aussi, nous avons eu un projet d'amélioration des pratiques de prévention des escarres et nous avons défini, vous le voyez en haut à gauche de l'écran, ce qu'on appelle en anglais un bundle de prévention, c'est-à-dire un paquet de choses qui doivent être pratiquées en matière de prévention des escarres. Donc on fait le dépistage du risque et pour tous les patients qui ont un score de Braden inférieur à une valeur définie, eh bien, il faut appliquer des actions de prévention. Ces actions sont au nombre de 5, la surface thérapeutique adéquate, l'inspection quotidienne de la peau, mobiliser, repositionner selon que le patient est au lit, au fauteuil, à un intervalle défini, etc. Gérer l'humidité, par exemple l'incontinence, la transpiration, et puis la nutrition et l'hydratation. Ça, ce sont les bonnes pratiques de prévention pour les patients qui ont été dépistés comme à risque d'escarres. Et nous avons demandé dans les 6 hôpitaux qui participaient à notre collectif de travail aux collaborateurs des soins infirmiers s'ils pratiquaient, s'ils appliquaient ces bonnes pratiques de prévention et dans quel pourcentage des cas ils les appliquaient. Quel pourcentage des patients à risque bénéficiaient de ces 5 actions de prévention. La réponse, j'ai anonymisé les noms des établissements. Vous voyez l'établissement A, 81% d'auto-évaluation par les soignants de l'application de ces bonnes pratiques. L'établissement B, 75%, 76, 79, 84, 81. Et puis ensuite, on a été regarder dans les dossiers des soins quel était le pourcentage des patients pour lesquels on trouvait une trace documentée de ces 5 actions. Réponse, pour l'établissement B, 7% des patients qui étaient à risque d'escarre en avaient bénéficié des 5 et documentés. L'établissement C, 3%, l'établissement D, 1% et les autres, 0%. Et idéalement, nous devrions être à 100%, puisque ce sont aussi des pratiques pour lesquelles il y a une bonne évidence scientifique. Bien sûr, cet indicateur est très exigeant. Ça veut dire, si j'ai fait 4 sur 5, c'est considéré comme échec de prévention dans cet indicateur. Et si j'ai fait 5 sur 5, mais que je n'ai pas documenté, c'est aussi un échec. Je ne marque pas des points sur cet indicateur. Néanmoins, entre l'idéal auquel on devrait arriver et aussi entre la perception que les soignants ont de leur application, ils perçoivent, ils ont l'impression qu'ils appliquent à 80%, et en fait, ils appliquent et documentent à un taux beaucoup plus faible. C'est ce qui me conduit à parler de cette surestimation de l'application des bonnes pratiques. Vous voyez le chat qui se voit comme un lion. C'est ce que je vois autour de moi très régulièrement, et c'est quelque chose que je considère comme très important dans mes projets qualité ou projets sécurité des patients. C'est d'abord de faire prendre conscience aux soignants de où ils en sont, aux soignants ou l'ensemble des professionnels de santé, où ils en sont dans l'application des bonnes pratiques. Et en général, on a autour de nous des professionnels de santé qui sont très motivés, qui veulent bien faire. Et
Donc, si on peut leur proposer des façons de s'évaluer plus objectivement en recevant des indicateurs, etc., il y a une autorégulation qui se fait dans la plupart des cas. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un retour auprès des soignants. Alors, cela m'amène à une partie théorique pour laquelle je vous présenterai que deux dias, mais qui, si elle vous intéresse, vous avez des références bibliographiques sur les dias. Je vais parler de Implementation Science, ou de la science de la mise en œuvre. Finalement, on consacre beaucoup de ressources à la science au sens de la recherche fondamentale, au sens de la recherche appliquée et de trouver quelles sont les bonnes pratiques cliniques que nous devrions appliquer. Mais on consacre beaucoup moins de ressources à étudier comment se passe le transfert dans la pratique des nouvelles bonnes pratiques qui sont découvertes. Comment est-ce qu'on va s'assurer que c'est transféré régulièrement et pour chaque patient? Donc cette science de la mise en œuvre, c'est l'étude scientifique des méthodes destinées à promouvoir l'adoption systématique des découvertes de la recherche et d'autres pratiques evidence-based dans la pratique de routine. Comment est-ce qu'on intègre à la routine ces éléments? Ça passe beaucoup par des sciences comportementales. Et finalement, c'est une science qui parle essentiellement de considérations managériales plutôt que cliniques. Mais je prétends que notre plus grand défi pour l'adoption des bonnes pratiques, il n'est pas avant tout clinique, il est avant tout managérial. C'est notre capacité à gérer la mise en œuvre de façon systématique des bonnes pratiques cliniques. Et sur ce schéma, vous trouvez le processus de mobilisation des connaissances. C'est quelque chose qui m'est très utile et sur lequel nous basons bon nombre de nos projets. C'est notre modèle théorique pour nos projets à la Fédération des hôpitaux vaudois. Au centre, vous avez le processus de création de connaissances. Vous imaginez, par exemple, la prévention des escarres ou la prévention des événements indésirables chirurgicaux, et au centre, vous avez la recherche de connaissances, c'est-à-dire vous allez, via des bases de données comme Medline, PubMed, etc., poser des questions et puis rechercher des articles scientifiques qui correspondent à ceci. Et vous allez aboutir peut-être à 1000 articles sur la prévention des événements indésirables en milieu chirurgical. Et ensuite, vous allez en faire une synthèse, c'est-à-dire vous allez peut-être faire une méta-analyse, ou bien vous allez tirer les principaux enseignements à partir de ces 1000 articles que vous avez étudiés. Et puis tout en bas, vous allez en développer un produit ou des outils, parce qu'au quotidien, les soignants ne pourront pas être confrontés à 45 éléments à mettre en œuvre dans leurs recommandations de pratique clinique. Mais par contre, peut-être qu'ils auront une checklist de sécurité chirurgicale avec 20 éléments. Et ces 20 éléments, c'est les bonnes pratiques issues de la littérature, compilées dans un produit. Ou bien une checklist de prévention des escarres. Pour tout patient qui a un score de Braden inférieur à 15, par exemple, eh bien, il y a un bundle, il y a un ensemble de bonnes pratiques que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, ça, c'est le processus de génération de ces connaissances. On part de la littérature, on fait une synthèse, et on essaie de décliner ceci dans des outils très pratiques. Et puis ensuite, la partie autour de ce cercle et de ce triangle qui sont au centre, eh bien, c'est le processus qui se passe dans l'institution. Vous allez devoir confronter ces outils, ces connaissances, ces bonnes pratiques à la réalité de votre institution. Vous allez devoir voir où sont les problèmes, c'est-à-dire où sont les écarts entre les bonnes pratiques et puis les pratiques actuelles en vigueur dans votre institution. C'est la case qui est à 6 heures du triangle qui est en dessus. Et puis ensuite, si je remonte dans le sens des aiguilles d'une montre, vous devez adapter les connaissances au contexte local. Effectivement, selon le contexte local, il va peut-être y avoir des interventions qui sont proposées par la littérature qu'il faudra adapter. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, on voit ça sur des sites internet aux États-Unis, on équipe les patients avec des sortes de raquettes de ping-pong sur lesquelles il est inscrit « Stop, si vous ne vous êtes pas désinfecté les mains, ne me touchez pas ».
Bon, eh bien, en Suisse, dans notre environnement francophone, etc., c'est quelque chose qui ne passe pas très bien. Aux États-Unis, ça passe. Donc, voilà ce à quoi je pense quand je parle d'adapter les connaissances au contexte local. Il y a un petit peu de translation, de traduction qui est à faire. Ensuite, il va falloir évaluer les obstacles à l'utilisation des connaissances. Vous l'avez vu dans quelques dias précédents, je montrais les obstacles pour les professionnels de santé. Par exemple, si mon chef ne pratique pas l'hygiène des mains, eh bien, il y a toutes les chances que je ne vais pas pratiquer l'hygiène des mains parce que je ne veux pas prendre mon chef en défaut devant l'ensemble de l'équipe. Donc, je fais comme si c'était normal de ne pas faire l'hygiène des mains parce que mon chef ne l'a pas fait, je ne veux pas le prendre en défaut, etc. Il y a beaucoup d'obstacles possibles à l'utilisation de ces connaissances, il s'agit de les identifier. Ensuite, choisir, mettre en place les interventions, ça veut dire qu'il faut une ingénierie des interventions d'amélioration. Il faut planifier des interventions qui vont faire changer les pratiques. Ça peut être par exemple par des indicateurs, ça peut être par des rappels, des incitatifs, des posters, par du leadership, par des checklists, etc. Il y a des outils à mettre en place pour mettre en œuvre les interventions d'amélioration. Ensuite, il faut surveiller l'utilisation des connaissances. Si par exemple, pour les patients dépistés comme à risque avec l'échelle de Braden, il y a 5 interventions d'amélioration à mettre en œuvre, il faut un indicateur qui montre est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait. C'est ce que nous faisions par des revues de dossiers dans notre projet sur les escarres. Il faut évaluer les résultats. Est-ce qu'on a moins d'escarres grâce à une meilleure application du dépistage et des bonnes pratiques? Et puis, il faut ensuite pérenniser. C'est une chose d'arriver à améliorer la prévention des escarres pendant une certaine période de projet, mais une fois qu'on enlève les ressources du projet, est-ce qu'on a une capacité à pérenniser et à maintenir l'utilisation de nos connaissances? Voilà, je vais peut-être m'arrêter un tout petit instant ici pour juste checker, vérifier avec vous si on m'entend toujours bien, si l'attention convient dans la salle. Ça, c'était la première partie théorique et je vais ensuite entrer dans une partie beaucoup plus pratique et vous montrer des illustrations de très concrètement comment nous y prenons en Suisse pour cela. Oui, non, je pense qu'on vous entend parfaitement. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà sur ces aspects théoriques qui nous parlent, qui me parlent moi en tant que responsable médical dans un établissement de santé, des obstacles, des surestimations, des obstacles locaux? Est-ce qu'il y a déjà des observations ou des questions pour M. Steins? Mais en tout cas, moi, ça me parle énormément. Hein. Ça résonne tout à fait, et notamment ce processus de mobilisation des connaissances, c'est vraiment extrêmement intéressant. On va vous laisser poursuivre. Je pense que tout le monde est encore très attentif. Magnifique. Alors, je vais poursuivre avec des exemples très pratiques. Pour réaliser cette mobilisation des connaissances et cette mise en œuvre, pour réaliser cette science de la mise en œuvre, nous avons choisi une méthode à la Fédération des hôpitaux vaudois qui s'appelle les Breakthrough Collaboratives. C'est un terme en anglais. Nous l'avons traduit en français par collectif de travail. Et vous voyez ici la définition. Un collectif de travail est une méthode d'amélioration qui repose sur la diffusion et l'adaptation de connaissances existantes à une pluralité d'établissements pour accomplir un but commun. C'est une méthodologie qui nous convient bien pour la Fédération des hôpitaux vaudois parce que nous ne sommes pas un établissement. Nous avons 12 établissements qui sont affiliés et ils sont tous souverains. Donc nous ne pouvons rien imposer à aucun de ces établissements. Nous devons convaincre pour changer les pratiques. Et donc, nous envoyons une invitation à chacun de ces 12 établissements pour voir s'il veut participer à notre collectif de travail. Et je vais vous en présenter 2. Je vais vous en présenter un sur l'hygiène des mains et un sur la prévention des escarres pour que vous voyez comment nous fonctionnons. Ici, vous avez le modèle théorique des collectifs de travail. Vous voyez le premier carré qui s'intitule SP1. SP1, c'est la session de projet. La première session de projet dans laquelle nous réunissons toutes les équipes des établissements. Typiquement, on aurait par exemple 6 établissements sur 12 qui s'inscrivent à ce collectif et qui vont envoyer 3 personnes par établissement. Et donc, nous aurions 18 personnes dans cette session de projet 1 qui se déroule sur 3 jours. Et pendant ces 3 jours, on va fournir à ces équipes
tout ce qu'elles ont besoin de savoir pour les 18 mois qui viennent pour mettre en œuvre le projet sur l'amélioration de l'hygiène des mains ou sur la prévention des escarres. En amont, si vous revenez en arrière sur la gauche de l'écran, vous avez constitué des équipes et travail préparatoire. Ça, c'est ce qui se passe dans les établissements. Les établissements ont reçu une invitation, ils choisissent de s'inscrire. S'ils choisissent de s'inscrire, ils constituent une équipe et ils font un travail préparatoire, surtout au sens d'une sorte de bilan initial des pratiques. Qu'est-ce que vous faites déjà en matière de prévention des escarres? Pendant ce temps, à la Fédération des hôpitaux vaudois, nous identifions des experts sur le thème des escarres ou sur le thème de l'hygiène des mains, et avec ces experts, nous allons développer des modèles. Ça veut dire que nous faisons une revue de littérature, et cette revue de littérature, nous la déclinons en interventions d'amélioration. C'est le processus de mobilisation des connaissances que vous avez vu sur le dia précédent. Et nous soumettons ces interventions d'amélioration et ces modèles à des experts pour avoir aussi leur avis, et ils vont venir nous aider à enseigner ceci dans la première session de projet. Ensuite, vous reconnaissez entre chaque session de projet la boucle de l'amélioration continue, le Plan, Do, Check, Act de Deming, et nous réunissons nos équipes tous les 3 mois pour une journée, et pendant cette journée, on va les confronter aux indicateurs, on va faire une restitution des indicateurs qu'ils ont collectés durant les 3 mois, et on va faire un échange où ils seront invités à présenter les solutions qu'ils ont trouvées pour la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Et donc, la moitié de la journée, c'est un échange, et l'autre moitié de la journée, ce sont des apports théoriques nouveaux avec des experts sur les sujets que les participants estiment comme étant les plus difficiles, pour lesquels on apporte des appuis. Et donc, ça va se dérouler typiquement sur 18 mois d'intervention d'amélioration. Et pendant ces 18 mois, la Fédération des hôpitaux vaudois va soutenir les participants grâce à des conférences téléphoniques, grâce à des visites sur site, des rapports mensuels, des courriels, etc. L'esprit d'un collectif de travail, c'est celui qui est résumé par Institute for Healthcare Improvement par ce slogan « All teach, all learn », c'est-à-dire « tous apprennent et tous enseignent ». On voit une bascule se produire au fil des sessions de projet. Dans la première session de projet sur 3 jours, c'est beaucoup des enseignements qui amènent les bonnes pratiques, des méthodes, etc. aux participants. Et plus on va de l'avant dans le collectif, plus c'est les participants qui s'enseignent les uns aux autres en montrant comment ils ont réussi à changer les pratiques, par exemple sur la prévention des escarres dans leur établissement. Alors, j'entre maintenant dans la présentation de 2 exemples. Le premier des 2 exemples, c'est le collectif de la Fédération des hôpitaux vaudois sur l'hygiène des mains, l'amélioration de l'hygiène des mains. Alors, vous voyez ici la carte de la Suisse, avec en rouge le canton de Vaud, au bord du lac Léman. Il y a Genève tout au bout du lac. Et puis, vous avez une carte où vous avez des petits points verts qui indiquent les différents sites de ces hôpitaux et les 12 entités hospitalières. Plusieurs sont multisites dans le canton. Et donc, ça, c'est la population qui reçoit l'invitation à un collectif. Et typiquement, on y aura 6, 7, 8 établissements qui vont s'inscrire à ce collectif. Ça va se dérouler sur 18 mois de déploiement des interventions d'amélioration, c'est la période en bleu, avec des préparatifs en amont, à la fois des préparatifs du côté de la fédération, c'est la revue de littérature, l'invitation aux établissements, et des préparatifs dans les établissements par la suite. Alors, si je parle de l'hygiène des mains, eh bien, nous avons appliqué ce qu'on appelle une stratégie multimodale. Je ne sais pas si le terme multimodal vous est familier. Pour moi, ce que j'en retiens, c'est des stratégies qui nous conduisent à dépasser la vision candide par laquelle une recommandation de pratique clinique serait suffisante à changer les pratiques. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Au sein de la Fédération des hôpitaux vaudois, je suis confronté à bon nombre de cadres médicaux, soignants, etc., qui croient que quand une nouvelle recommandation de pratique arrive, il suffit de l'envoyer avec un mémo dans les services et puis que le lundi suivant, les gens vont avoir mis en œuvre la recommandation de pratique clinique. Mon expérience, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Notre expérience, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça en France. Ok, ok. Vous me rassurez, il n'y a pas que chez nous que c'est difficile.
Et donc, si on veut dépasser cette vision candide, eh bien, il faut aller sur du multimodal, c'est-à-dire qu'il faut prendre les personnes qui ont ces pratiques non optimales dans un faisceau d'axes très différents les uns des autres. Vous avez ici, par exemple, ce que propose l'OMS pour l'hygiène des mains. Le premier axe, c'est l'accès à la solution hydroalcoolique. On s'est aperçu dans notre projet hygiène des mains qu'on avait des chambres de patients où il n'y avait pas un seul distributeur de solutions hydroalcooliques à l'intérieur de la chambre. Il y avait des distributeurs dans les couloirs. J'ouvre la porte, dommage, je suis contaminé et je ne peux pas compter ceci comme un geste d'hygiène des mains fait. Donc l'accès à la solution hydroalcoolique est très important. Deuxième axe d'intervention, formation. Il faut que les gens soient formés aux indications à l'hygiène des mains, sachent comment faire le geste et sachent quand ils doivent faire le geste. Ensuite, le moteur de toute amélioration, pour moi c'est le numéro 3, c'est l'évaluation et la restitution des résultats. Beaucoup de gens pensent qu'ils pratiquent l'hygiène des mains, mais si on les confronte à des observateurs qui cochent et qui leur rendent un taux de réalisation de leur hygiène des mains, ils s'aperçoivent qu'ils avaient surestimé leur pratique. Et comme c'est des gens à haute conscience professionnelle, en général c'est ça que je vois autour de moi, c'est des gens qui vont s'autoréguler, qui ont envie de bien faire, mais si on ne leur donne pas des résultats et qu'on ne les confronte pas à leurs résultats, eh bien ils vont rester dans des pratiques non optimales. Le point 4, c'est les rappels et les incitatifs sur le lieu de travail. J'oublie que je dois faire l'hygiène des mains. Ce distributeur de solutions hydroalcooliques, il est là, mais je ne le vois plus. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'il soit vu? Et je vous montrerai des exemples. Et la culture institutionnelle de la sécurité, c'est aussi les actions de leadership. Est-ce que mon chef montre l'exemple? Est-ce que mes collègues autour de moi m'entraînent vers l'hygiène des mains ou au contraire me dissuadent, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie multimodale et elle est ensuite appliquée à promouvoir les 5 indications à l'hygiène des mains. Vous les connaissez, elles sont rappelées ici à l'écran. Lorsqu'on a défini une stratégie, alors désolé, ce dia est en anglais, il sort d'une présentation dans un congrès, mais ce que vous avez sur la gauche de l'écran, c'est exactement ce que vous aviez sur l'écran précédent, c'est-à-dire les 5 axes stratégiques de la stratégie multimodale. Et ce que j'essaye d'illustrer sur ce dia, c'est de montrer si on a défini 5 axes d'intervention d'amélioration, il faut ensuite les baliser avec une stratégie de mesure. Je prétends qu'on peut améliorer que ce qu'on mesure. On ne gère que ce qu'on mesure. Si on ne mesure pas, on n'arrive pas à gérer. Si on ne mesure pas, on se croit très bon dans nos pratiques et c'est quand on mesure qu'on s'aperçoit qu'on ne l'est pas autant que ça. Et donc, il faut des indicateurs pour suivre chacun de ces 5 axes. Et vous avez ici des exemples d'indicateurs. Je vais en traduire quelques-uns. Par exemple, l'inventaire des infrastructures. Je vais vous montrer un résultat pour ceci. On a défini qu'il fallait promouvoir non pas un distributeur de solutions hydroalcooliques par chambre, mais un distributeur de solutions hydroalcooliques par lieu de soins. Et le lieu de soins, pour nous, c'est le lit du malade. Il faut que, où que soit le soignant, il ait qu'à tendre le bras pour trouver la solution hydroalcoolique. C'est là que ça va être pertinent. Vous me direz, mais il a peut-être un flacon de poche. Oui, mais il faut de la redondance. Il faut que quand le flacon de poche est vide, il puisse tendre le bras, et quand le distributeur de solution hydroalcoolique murale est vide, il puisse prendre sa solution hydroalcoolique. Hand rub consumption, c'est la consommation de solutions hydroalcooliques, etc., etc. Donc chaque axe est balisé par un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre le pilotage des interventions d'amélioration. Alors maintenant, je vais illustrer ces 5 axes. Le premier, c'est l'ergonomie de l'accès à la solution hydroalcoolique. Vous voyez ici, par exemple, un distributeur mural et des boîtes de gants à l'entrée de la chambre. C'est très pratique d'en avoir à l'entrée de la chambre. Pour certains professionnels, c'est mieux à l'entrée de la chambre que vers le lit. Et pour d'autres professionnels qui font le geste de soin au lit du malade, c'est beaucoup mieux de l'avoir au lit du malade. Pour l'aumônier qui entre dans la chambre, c'est beaucoup mieux de l'avoir à l'entrée de la chambre parce qu'il va se sécher, se frotter les mains, les sécher pendant qu'il va jusque vers son patient et pouvoir lui serrer la main quand il arrive vers le patient. Pour la personne qui pose un cathéter urinaire,
elle a toute une série de matériel. Si elle doit retourner à l'entrée de la chambre, c'est problématique. Donc, ergonomie voulait dire ici, au minimum, un distributeur de solutions hydroalcooliques par lit, si possible, en plus de celui à l'entrée de la chambre. Et je vous disais, il faut évaluer. Donc, nous avons fait 3 enquêtes. Et cette enquête est très simple, c'est une grille d'évaluation. Et on a sur cette grille, on remplit tous les nombres de chambres, le nombre de lits, le nombre de postes ambulatoires, de stations de dialyse, etc. Chaque fois qu'il y a un lieu de soins, on compte 1 pour le dénominateur. Et chaque fois qu'il y a un distributeur de solutions hydroalcooliques, on compte 1 pour le numérateur. Et vous voyez ici, avant le projet, c'était novembre 2013, le pourcentage, c'est le taux qui est la partie qui est en vert, le pourcentage des lieux de soins qui étaient équipés d'un distributeur de solutions hydroalcooliques. Et vous voyez, au milieu du projet, novembre 2014, et à la fin du projet, novembre 2015. Et vous voyez avec ça, c'est des leçons d'humilité, malgré le fait que ça sonne assez une évidence d'avoir un distributeur de solutions hydroalcooliques par lit. Malgré 18 mois de projet, nos établissements n'y sont encore pas parvenus, mais on peut voir qu'ils sont en chemin, qu'ils sont en bonne voie. Deuxième axe d'intervention, c'est celui de la formation. Et pour ceci, nous avons conçu un module de e-learning, c'est-à-dire de formation en ligne, avec une filière pour les médecins et une filière pour les soignants. Pourquoi 2 filières? La théorie est la même sur l'hygiène des mains, mais par contre les actes de soins sont différents. Et on a fait donc une bibliothèque de vidéos un petit peu différente. Et les vidéos étaient interrompues par des questions. Est-ce qu'il faut faire un geste d'hygiène des mains à ce moment-ci? Oui, non, etc. pour permettre une interaction avec les apprenants. Troisième axe d'intervention, l'évaluation et la restitution des résultats. Vous voyez ici à gauche de l'écran des fiches papier sur lesquels on pouvait cocher le type de professionnel observé, le groupe professionnel, l'unité de soins dans laquelle l'observation se fait, et puis ensuite les indications à l'hygiène des mains, et enfin geste fait versus geste non fait. Et ces fiches étaient scannées, et ce scannage se déversait dans une base de données qui nous permettait de produire un graphique, comme vous le voyez sur la droite, avec l'ensemble des unités de soins d'un établissement listé, et puis le taux d'observance de l'hygiène des mains pour cette unité de soins et pour une catégorie professionnelle donnée. Donc il y avait par exemple les soignants de la chirurgie 3, les médecins de la chirurgie 3, les physiothérapeutes de la chirurgie 3, etc. Je crois que vous dites kinésithérapeute plutôt. Voilà. Et c'est cette confrontation aux résultats qui fait évoluer les pratiques. Pas seulement la confrontation, mais aussi la discussion de ces résultats. Et tout ça, ça doit s'évaluer. Vous voyez ici, nous avons procédé par enquête, par questionnaire auprès des soignants, en leur demandant « Est-ce que vous avez eu connaissance du taux d'observance de votre unité de soins pour votre catégorie professionnelle ?» Et vous voyez qu'au début du projet, 40% des soignants pouvaient dire « Oui, systématiquement, j'ai eu connaissance de ceci », taux qui est passé à environ 85% à la fin du projet. Ça, c'est vraiment pour nous le moteur de l'amélioration. C'est la confrontation des professionnels avec les résultats. Cette confrontation, dans notre expérience, n'est pas encore suffisante. Si bien que nous avons réalisé une vidéo pour permettre au cadre de proximité de prendre conscience de comment il est bon de restituer les résultats aux équipes. Et dans cette vidéo, on voit un médecin cadre d'un service d'obstétrique qui a réuni 4 médecins assistants, 4 internes autour de lui. C'est son équipe médicale, et il leur montre les résultats. Donc il y a des résultats bruts, des taux d'observance de l'hygiène des mains qui sont affichés, et puis il va leur demander « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il va leur demander « Qu'est-ce que vous estimez qu'on devrait faire pour s'améliorer ?» Il va leur demander « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se fixe comme objectif ?» Nous sommes à 54% ce mois-ci. À quel taux est-ce qu'on aimerait être dans 3 mois? Et qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Il prend des idées, il prend 5-6 idées de ses internes,
Et puis ensuite, il va faire une synthèse et dire, OK, je vous propose que pour ne pas se disperser, on retienne 2 idées pour les 3 mois qui viennent. Et ça, on va vraiment, de façon sérieuse, les suivre et les mettre en œuvre. Voilà, ça c'est un processus qui est très important pour nous, pour le changement de pratique. Le 4e axe, c'était les rappels et les incitatifs. Vous voyez en bas à droite de l'écran le distributeur de solutions hydroalcooliques et vous voyez l'autocollant en rose, pense à moi, qui vient rappeler aux soignants ce distributeur que je ne vois plus parce que je passe tout le temps devant. Eh bien, si on me met un visuel rose en dessus, il y a plus de chances que je le vois. Mais ce visuel rose, il va nous être utile pendant 3-4 mois et après 3-4 mois, je ne vais plus le voir non plus. Donc, il doit être renouvelé pour qu'on ait un effet et un impact qui soit durable. Voilà, enfin le 5e axe, le leadership et la culture. L'influence des pairs est très importante en matière d'hygiène des mains, comme dans toutes les pratiques cliniques. Si le chef ne les pratique pas, il y a peu de chances que les collaborateurs appliquent. Donc on a incité les chefs à suivre ceci. On a aussi proposé que des membres de la direction se rendent dans les unités de soins avec des certificats et des paniers de croissants pour aller féliciter les équipes qui avaient atteint l'objectif de 85% d'observance de l'hygiène des mains. Et ceci, on s'est demandé si nos directeurs généraux, directeurs médicaux, directeurs des soins allaient jouer le jeu. Et en fait, on s'est aperçu que ça correspondait très bien à leurs attentes aussi, parce qu'ils se sentaient souvent un petit peu déconnectés des équipes et ne savaient pas très bien comment aller aborder les équipes, et qu'aller aborder les équipes avec un panier de croissants et un certificat reconnaissant l'atteinte de l'objectif était une façon assez sympathique d'aller au-devant des équipes, etc. Et que c'est quelque chose qui passait assez bien et induisait une reconnaissance pour les équipes. Alors ça, c'était les interventions d'amélioration. Maintenant, qu'en est-il des résultats ? Eh bien, vous voyez ici le taux d'observance pour l'ensemble des 6 hôpitaux qui participaient au collectif. Les numéros que vous voyez en bas sont les numéros d'audit. L'audit 0, c'est la mesure de baseline, c'est avant intervention d'amélioration. Et ensuite, nous avons fait un audit d'observance tous les 2 mois, pendant 18 mois. Ça fait 9 audits qui suivent. Les chiffres qui sont en rouge sont le nombre d'observations. Vous voyez que c'est sur à peu près 6000 observations. Nos observations, c'était une demi-journée, donc 4 heures dans une unité de soins, et l'observateur prenait toutes les opportunités dont il pouvait être témoin. Le but était d'avoir au moins 30 observations par catégorie professionnelle dans cette unité de soins. Et vous voyez qu'on a pu dépasser notre objectif de 85% d'observance de l'hygiène des mains. Alors, peut-être qu'il y a des questions qui viennent par rapport à ça. Une première pourrait être, est-ce que ça concernait toutes les catégories professionnelles ? Eh bien, vous voyez que physio, c'est ce que vous appelez les kinésithérapeutes. TRM, ce sont des techniciens en radiologie médicale, médecins et soins infirmiers. Toutes les catégories professionnelles étaient concernées. Et puis, l'autre question très classique, c'est mais qu'en est-il après le projet ? Eh bien, vous voyez ici le même schéma que j'ai montré avant avec le baseline en gris, la phase projet en orange, et puis 3 ans après le projet, c'est la phase en vert. Donc, vous voyez que pendant le projet, nous avons mesuré tous les 2 mois, et après le projet, nous avons mesuré aux 6 mois. Et vous voyez que 3 ans après le projet, on est resté à 88% d'observance de l'hygiène des mains, donc le soufflet n'est pas retombé. Ça, c'est pour moi un certain sujet de fierté. Je peux peut-être m'arrêter un petit instant ici. Dans un petit instant, je vais passer à un autre collectif sur la prévention des escarres, mais je peux déjà prendre des questions s'il y en a sur ceci. Oui, bien sûr, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Moi, je suis admiratif de ce travail et je disais en aparté à Noémie, ça impose effectivement un investissement institutionnel et une mise de moyens rien que pour faire l'audit, pour préparer tout ce qu'il y a. Mais bon, on n'a rien sans rien, m'a répondu Noémie. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des demandes de précision pour M. Stenz ? Le temps qui se désaltère, oui. Je peux déjà confirmer que je souscris à cette théorie de « on n'a rien sans rien ». C'est-à-dire que investir la moitié des ressources ne donnerait pas la moitié des résultats.
il y a de fortes chances qu'investir la moitié des ressources conduirait juste à un gaspillage de ressources, parce qu'il faut une certaine masse critique de ressources pour que les résultats bougent. Alors vous allez me dire, oui, mais en Suisse, vous avez des moyens, pas beaucoup plus que ce qu'on a en France, etc. Croyez-moi, chaque fois que je vais voir les directeurs généraux des hôpitaux, ils me disent, mais on n'a pas les moyens, on ne peut pas mettre ces ressources, vous nous en demandez beaucoup trop, etc. Une de mes réponses est de dire, mais laissez continuer les infections, combien est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte juste beaucoup plus cher. Vous ne trouverez pas un projet qui a un retour sur investissement aussi extraordinaire que l'hygiène des mains. C'est des millions de francs pour les 6 établissements qui sont concernés, c'est de l'ordre de 2 millions d'économies par année en diminution des infections, pour quelque chose qui a coûté quelques centaines de milliers de francs en additionnant les ressources de tous les établissements concernés. Donc ça coûte beaucoup plus cher de ne pas faire ce genre de choses, mais par contre, très souvent, on a peur d'investir beaucoup de ressources, donc on fait des demi-mesures, et ces demi-mesures conduisent juste à un gaspillage de ressources parce que la masse critique n'est pas là. Ces idées de stratégie multimodale, c'est vraiment que les professionnels soient pris dans un faisceau d'intervention, d'amélioration, que ça leur parvienne de tous les côtés à la fois, et pour ça, il faut des ressources qui ne sont pas anodines, effectivement. Ouais. Oui, une question, allez-y. Je vais la répéter si M. Stienne ne vous entend pas bien. Je disais qu'on prenait moult précautions pour convaincre les équipes soignantes de pouvoir assurer le lavage des mains de façon quotidien, régulier, et après et avant chaque soin. Mais quelle différence y aurait-il dans le milieu soignant avec, je pensais notamment à l'industrie alimentaire, qui doit aussi également prendre moult précautions et qui n'a pas besoin pour ce faire de paniers de croissants et d'avoir des produits tous les mètres. Donc pourquoi cette différence dans le milieu de la santé? Est-ce que vous avez, vous, des idées par rapport à cela? C'est une excellente question. Je partage vos constats. Nous avons démarré notre projet hygiène des mains avec 61% d'observance de l'hygiène des mains. Ça veut dire que dans 39% des cas, on ne le faisait pas et on n'a encore pas évalué comment ça se faisait. On a juste évalué si ça se faisait ou pas. Vous imaginez si la Poste perdait 39% des colis. Vous imaginez si on avait 39% de vices de procédure dans une centrale nucléaire. Effectivement, il y a des cultures dans certains domaines d'activité qui sont des cultures de haute fiabilité, qui ne sont pas encore vraiment notre culture dans le monde hospitalier. On a une culture qui est beaucoup basée sur l'oral, on a une culture qui est beaucoup basée sur la confiance, sur la responsabilité individuelle du professionnel de soins, pas toujours suffisamment sur le travail d'équipe, sur le collectif, etc. Donc je crois qu'on a beaucoup de facteurs qui nous prétéritent en matière de culture et qu'on a vraiment un effort à faire. Et c'est pour ça que dans chacun des projets dont je parle, il y a un axe culture. Quand je parle d'axe culture, c'est aussi l'axe leadership, parce que le leadership est bien sûr un vecteur très déterminant pour forger la culture, pour influencer cette culture. Voilà, donc, ce qu'on peut peut-être rajouter, M. Stienne, aussi, c'est que la médiatisation de la présence des Escherichia coli dans un lait maternisé fait la une des journaux. Et pour les infections de sites opératoires, qui sont quand même à peu près aussi graves, c'est pas tout à fait la même chose. On voit de temps en temps sortir, tiens, il y a des événements indésirables dans un CHU, mais ça va pas plus loin. Alors que vous êtes alimenté pendant 8 jours sur un incident industriel. Mais c'est juste un constat, il n'y a pas d'explication rationnelle en tout cas. Parce qu'on pourrait avoir la même réprobation pour une infection de site opératoire ou pour une infection de viande, de ravioli ou de lait maternisé. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a parfois un phénomène de banalisation des événements indésirables qui se produisent? J'y ai été confronté, par exemple, dans le domaine des escarres, qui sera le projet suivant que je vais vous présenter. Je me suis aperçu que pour un certain nombre de soignants,
il y avait voilà, une sorte de banalisation qui s'était faite au fil du temps. J'ai été confronté à des intervenants, par exemple, dans les domaines des soins intensifs. Je ne sais pas si vous dites, je crois que vous parlez de réanimation en France pour les soins intensifs, où certains cadres de soins me disaient attendez, déjà, on leur sauve la vie. S'il y a une escarre qui, en parallèle, se produit, etc., notre priorité n'est quand même pas sur prévenir l'escarre, elle est quand même sur sauver la vie de ce patient, etc. Alors, ma réaction était chaque fois de dire oui, mais si c'est ma maman qui est dans ce lit, j'aimerais bien que vous lui sauviez la vie, mais si vous pouvez essayer aussi de prévenir l'escarre, j'en serais très reconnaissant. C'est la voilà. Théorie du dommage collatéral, quoi. Bon, c'est pas grave. Effectivement, on lui a sauvé la vie ou on a sauvé les otages. Il y a un dommage collatéral, il y a eu de morts, mais c'est pas trop grave. Mais quand on est concerné, on n'a pas le même raisonnement, certainement. Je ne veux pas le généraliser, c'est certainement pas comme ça pour tous les professionnels, partout, etc. Mais ça peut être un phénomène qui peut se produire à certains moments. Est-ce que ça évoque quelque chose chez vous? Là, je m'adresse au public, là. Cette espèce de différence qui a été soulignée très justement entre ce qui se passe dans le monde de la santé, puis par exemple dans le monde industriel, mais pas que. À chaque fois qu'on est de l'autre côté de la barrière hospitalière, ce qui a été mon cas à plusieurs reprises, on n'a pas tout à fait la même attitude sur la maîtrise des risques hospitaliers. Je crois que nous devons vraiment conquérir une culture d'organisation à haute fiabilité. Il y a toute une littérature sur les organisations à haute fiabilité, et je crois que nous voulons tendre vers ceci dans le domaine de la santé, mais qu'on n'y est vraiment pas encore. Je pense que la sensibilisation telle que vous l'avez évoquée, avec on refuserait un comité d'éthique, mais tout le monde refuserait, l'étude avec ou sans l'hygiène des mains, c'est vraiment intéressant en termes de sensibilisation pratique pour nos équipes, quoi. Ça ne sensibilise pas forcément les institutions qui doivent faire ce choix raisonnable, mais c'est pour les équipes, je trouve que c'était très intéressant. Bien, je vous propose que j'enchaîne avec les quelques dias qui restent et on pourra reprendre la discussion. Donc le dia sur lequel nous sommes en ce moment, c'est le dernier pour le programme Hygiène des mains. On a fait une enquête avant et après le projet, dans laquelle une des questions était, selon vous, quelle importance est donnée à l'hygiène des mains dans votre établissement? 1, c'était priorité faible, c'est la partie en rouge. 4, c'était priorité élevée, c'est la partie en vert foncé. Et vous voyez le différentiel entre 2013 et 2015. Pour moi, ça, c'est une mesure très importante. C'est un indicateur qu'on a mesuré que 2 fois, une fois avant le projet et une fois après le projet. Mais par contre, c'est quelque chose qui en dit long sur la capacité à pérenniser. Si nos collaborateurs ont compris pendant les 18 mois d'intervention d'amélioration que la logique de leur établissement a changé, ça va être très porteur de la pérennisation. Et ce que j'ai trop souvent vu en matière d'hygiène des mains, ce sont des établissements qui font 3 semaines de campagne et puis les collaborateurs se disent « Ah, on connaît les campagnes, oui, on va nous sensibiliser avec un didactobox, avec différents gadgets, etc. Et puis ensuite, de toute façon, ça va passer, la pratique normale va revenir. Et donc, l'observance d'hygiène des mains monte un petit peu de quelques pourcents pendant quelques semaines. Et puis ensuite, le soufflet retombe. Ce dont on a besoin pour que la pratique change de façon durable, c'est vraiment que les collaborateurs acquièrent la conviction que l'établissement dans lequel ils travaillent n'est plus le même, que la culture a changé. Et ça se reflète dans cet indicateur que vous voyez en ce moment. Voilà. Donc, le deuxième exemple que je souhaitais prendre, c'est un collectif, toujours de la Fédération des hôpitaux vaudois, sur la prévention des escarres. Et vous voyez ici la stratégie multimodale que nous avons adoptée. Nous sommes devenus assez partisans de ce diagramme que nous utilisons maintenant dans tous nos projets. J'appelle ça le diagramme des déterminants. Sur ce diagramme des déterminants, vous avez tout à gauche le but à atteindre. Le but qu'on s'était fixé, c'était réduire de 50% la survenue d'escarres nosocomiales, donc d'escarres acquises en milieu hospitalier. Et nous nous sommes dit quels sont les modes d'action
comme la stratégie multimodale de l'OMS pour l'hygiène des mains, quels sont les différents modes. Et ça, c'est ce que nous appelons les déterminants de niveau 1. Et puis ensuite, sur le déterminant de niveau 2, vous avez la liste des interventions d'amélioration. C'est nos idées concrètes pour alimenter les déterminants de niveau 1. Et ce diagramme m'est très utile parce que quand il faut présenter notre collectif de travail à différents groupes, eh bien, j'ai tout sur une page. Sur une page, j'ai l'objectif, j'ai les modes d'action et j'ai les idées d'intervention d'amélioration. Et avec les flèches, on voit la séquence logique, comment les interventions d'amélioration alimentent nos principaux modes d'action et comment ces modes d'action vont prendre en faisceau les professionnels pour agir sur leurs pratiques. Le calendrier, vous le voyez, très semblable à celui de l'hygiène des mains, une phase de préparation et 18 mois d'intervention d'amélioration. Pour nous, ce 18 mois, c'est un petit peu devenu comme une sorte de chiffre magique. Nous avons tendance maintenant à penser qu'en 18 mois, il est difficile de prétendre générer un changement durable des pratiques. Mais nous avons aussi la conviction que si on s'éternise pour plus que 18 mois, il y a une lassitude du projet qui s'installe et qu'on a une sorte de pic de la courbe sur notre potentiel de changement des pratiques qui est à 18 mois. Et donc, nous sommes maintenant assez convaincus que ce 18 mois convient bien pour générer et optimiser ces changements de pratiques. Alors, vous avez ici donc la stratégie multimodale pour la prévention des escarres. On peut commencer tout en haut par l'évaluation du risque d'escarre. Donc, il faut que tous les patients hospitalisés bénéficient d'une évaluation du risque au moyen d'une échelle reconnue. Nous avons utilisé l'échelle de Braden. Ensuite, pour tous les patients dépistés comme à risque, il faut appliquer les pratiques cliniques de prévention des escarres au travers de ce qu'on a appelé ce bundle, c'est-à-dire c'est ces 5 éléments qui sont indissociables et qui doivent bénéficier aux patients à risque. La responsabilisation des collaborateurs par la mesure et la restitution. Donc, il faut qu'on restitue aux collaborateurs régulièrement quel est le taux de dépistage et quel est le taux d'application des bonnes pratiques pour les patients à risque et quel est le taux d'escarre. Ça, c'est le minimum de ce que doivent régulièrement recevoir les collaborateurs. La formation des collaborateurs, la sensibilisation des patients et des familles. Dans l'hygiène des mains, on a aussi tenté ceci, ça se prêtait un petit peu moins bien, demander aux patients de nous interpeller s'ils voient que l'hygiène des mains n'est pas bien faite, etc. L'acceptabilité était un petit peu moyenne, tandis que pour les escarres, on peut beaucoup plus compter sur le patient. On peut faire de l'éducation thérapeutique, de l'implication, de la sensibilisation pour que le patient joue son rôle. Et puis la culture et le leadership, de nouveau, comment est-ce que, par exemple, des cadres de soins peuvent soutenir dans leurs équipes la prévention des escarres, montrer l'exemple, engager le dialogue, etc. Et donc notre objectif, c'était de réduire de 50% la survenue des escarres nosocomiales. Comme sur le collectif précédent, nous avons balisé ces interventions d'amélioration avec des indicateurs. Alors j'ai quelques dias qui vous illustreront certains de ces indicateurs. Par exemple, le Safety Calendar, qui est un calendrier qui comprend les 30 jours du mois et où on colorie en vert les jours sans escarre, en rouge les jours avec escarre, en bleu les jours avec escarre importés d'une autre institution ou d'un autre service, etc. Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Alors, premier axe, c'était l'évaluation du risque d'escarre. Pour ceci, nous avons employé 2 instruments électroniques. Vous voyez ici des maquettes de notre dossier patient informatisé. La maquette qui est sur la droite, c'est l'échelle de Braden. Et donc, vous cochez pour chaque rubrique le risque pour le patient et ça vous donne un score. Et selon le score, il va falloir appliquer les pratiques de prévention. Toujours est-il que le score de Braden, on s'est dit dans quel délai est-ce qu'on peut l'exiger. S'il est fait 3 jours après l'entrée du patient, il ne sert plus à grand-chose. Est-ce qu'on pourrait le demander 3 heures après l'entrée du patient? On s'est dit non, il y a par exemple des observations sur l'incontinence. Il va falloir un certain temps pour observer ceci.
Et on s'est dit, on va demander la réalisation du Braden dans les 24 heures. Et donc, un de nos indicateurs, c'était le pourcentage des patients, des patients qui bénéficiaient d'une évaluation selon Braden dans les 24 heures. Maintenant, pour parer au fait qu'une escarre peut se constituer en l'espace de 2 heures ou 3 heures, on s'est dit, on va anticiper le Braden et demander à tous nos professionnels, par un jugement clinique, de dire déjà dès l'entrée du patient, mais au plus tard dans les 6 heures, si ce patient, il pense qu'il est à risque ou pas. Donc on va demander aux soignants de le classer en 3 catégories, risque élevé, risque modéré, risque faible. Et pour tous les risques élevés, on va demander l'application des mesures comme si le Braden n'avait déjà été fait. Et donc notre deuxième indicateur, c'était l'évaluation du risque selon le jugement clinique. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus simple, c'est juste une case à cocher sur 3 cases, risque moyen, risque élevé, risque faible, pour les patients. Ensuite, nous avons promu l'application des pratiques cliniques pour la prévention des escarres. Nous avons prévu des sets d'ordre dans notre dossier patient informatisé pour mettre en œuvre les mesures de prévention. Et nous avons utilisé cet instrument qui est le bundle, donc de dire il faut 5 mesures pour chaque patient évalué comme un risque d'escarre. Vous avez ici à l'écran l'exemple d'un calendrier de survenue des escarres. Vous voyez, on passe au surligneur, au stabilo-boss, vert les jours sans escarre, rouge les jours avec escarre, bleu les jours avec escarre nosocomiale. Et puis en dessous, il y a des petites cases à cocher qui indiquent quelle est la catégorie de l'escarre et combien de nouveaux patients sont concernés par ces escarres. Donc avec ça, on arrive à capter les nombres de nouveaux patients porteurs d'escarres et les catégories des escarres concernés. Et ceci se décline ensuite en un indicateur qui est le pourcentage des jours en vert versus le pourcentage des jours en bleu et le pourcentage des jours en rouge, le but étant d'augmenter les jours en vert et de comprimer les jours en rouge. Et ça, c'est l'instrument de restitution dans les équipes. Vous notez au passage qu'avec ce calendrier des escarres, on a aussi une sorte d'indicateur visuel au jour le jour. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du mois pour savoir où on en est. Chaque jour, on peut voir s'il y a du rouge. Et notre message aux leaders, qui étaient les directions des soins, était « s'il vous plaît, baladez-vous dans vos unités de soins et quand vous arrivez dans une unité de soins, commencez par jeter un coup d'œil au calendrier et s'il y a du rouge, enclenchez la discussion avec cette équipe. Demandez-leur « Ok, je vois qu'il y a des escarres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Quels sont vos besoins? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir ?» et enclencher la discussion. Donc c'était coupler un indicateur avec un levier de leadership pour les cadres de proximité et pour les cadres supérieurs. Ensuite, toujours évaluation et restitution. On a, comme pour l'hygiène des mains, eu des questionnaires. Vous voyez qu'on en a eu à 5 reprises pendant notre projet où on a demandé aux collaborateurs s'ils avaient eu connaissance des résultats liés à la survenue des escarres dans leur unité de soins. Et vous voyez le pourcentage de ceux qui disent oui systématiquement qui augmente au fil du temps. Ensuite, un concept de formation. Là aussi, nous avons travaillé avec un module de formation en ligne pour les soignants sur la prévention des escarres. C'est un module de formation qui a été conçu par le CHU de Lausanne, qui l'a mis à notre disposition. Et puis, la sensibilisation des patients et des familles avec... on a eu une session de projet où on a briefé nos équipes sur qu'est-ce qui constitue un bon feuillet de sensibilisation et comment remettre ce feuillet aux patients, parce que si on transmet juste un écrit, c'est pas suffisant, il faut l'écrit et il faut des explications, etc. Et là, vous voyez des exemples de feuillets qui ont été développés par les établissements participants au projet. Et c'est des exemples de choses qui viennent dans les sessions de projet. Quand je dis « tous s'enseignent et tous s'apprennent », chacun va venir avec l'image de ce qu'il a conçu et va partager avec les autres. Regardez, il y a ça qui marche bien chez nous, il y a ça qui a été plus difficile, voilà ce qu'on a pu faire, etc. Et enfin, culture et leadership.
toujours faire montrer l'exemple. On a aussi eu des visites par des membres de la direction dans les unités qui atteignaient l'objectif de réduction de 50% des escars avec la remise d'un certificat. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Eh bien, vous voyez ici le graphique des jours en vert, jours en bleu, jours en rouge. Donc, si vous voyez par exemple le premier bâton, c'est marqué 1380. Ça veut dire que si vous additionnez tous les calendriers de survenue de toutes les unités de soins qui ont participé au collectif de travail, vous arrivez à 1380 jours en vert. Et puis, il y avait 173 jours en rouge dans le premier mois pour toutes les unités de soins additionnées. Alors, comment est-ce que nous avons pu évaluer l'atteinte de notre objectif? Vous vous souvenez que notre objectif, c'était de réduire de 50% les escars nosocomiales. Eh bien, on devrait avoir avec ça divisé par 2 le nombre de jours en rouge. Et vous voyez que c'est le cas. On passe de 8% de jours en rouge sur les 3 premiers mois qui étaient notre baseline, donc avant le projet, janvier, février, mars 2017. Et si on compare ça à juillet, août, septembre 2018, on est passé de 8% à 4% de jours en rouge. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est des jours, ce n'est pas des patients. On aimerait savoir les pour mille de patients. Donc ça, c'était la translation du calendrier de survenue des escars. Et voilà, quand on rapporte ceci à 1000 patients jours, donc 1000 journées de patients, vous voyez qu'on est passé... c'est l'indicateur en jaune qu'il faut regarder. Celui en jaune, c'est les escars nosocomiales, toutes catégories confondues. L'indicateur en rouge, ce sont les escars de catégorie 2 à 4 seulement, donc les plus graves. Et vous voyez que notre objectif était fixé pour toutes les catégories d'escars. Et nous passons de 4,6 nouveaux patients porteurs d'escars par 1000 journées pour les 3 premiers mois du projet, avant le projet, à 2,3 nouveaux patients par 1000 patients jour à la fin du projet, ce qui représente une réduction de 50% et 46% pour les escars les plus graves. Voilà, avec ça, j'espère avoir pu vous montrer des exemples de mise en œuvre de ce que je préconise, c'est-à-dire de ces stratégies multimodales qui vont au-delà de simplement envoyer une recommandation de pratique clinique avec un mémo et espérer que tout le monde va les appliquer. Je termine par ce dia de synthèse avec quelques messages clés que j'essaie de résumer ici. Le premier message, c'est pas facile d'assurer la mise en œuvre systématique des bonnes pratiques. On est notamment face à une surestimation fréquente de la fiabilité des pratiques cliniques. Et donc, pour qu'on évite cette surestimation, il faut pouvoir restituer des indicateurs à nos collaborateurs. En général, quand on confronte nos collaborateurs avec ces indicateurs, il y a une volonté de bien faire chez tout le monde qui entraîne une certaine autorégulation et qui va dans le sens de l'amélioration des pratiques. Pour pouvoir appliquer ces bonnes pratiques, de mon côté, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est les stratégies multimodales d'amélioration. Ce n'est pas se contenter d'un axe. Un indicateur ne suffit pas. Une checklist ne suffit pas. Une recommandation de pratique clinique ne suffit pas. Le leadership ne suffit pas. La culture ne suffit pas. Rien de tout ça suffit en soi. C'est la conjugaison de toutes ces choses qui va permettre d'attaquer le problème par 5-6 axes différents qui va permettre de faire avancer les bonnes pratiques. Nous, on a utilisé les collectifs de travail pour ceci, sous forme de apprendre ensemble. Il y a des établissements qui font même des collectifs à l'intérieur d'un établissement et qui mettent un petit peu en compétition différentes unités de soins qui participent à ce collectif. Et puis, un appui théorique que j'ai trouvé utile, c'est la science de la mise en œuvre, le Implementation Science. Un autre outil dont je veux faire la promotion, c'est le diagramme des déterminants qui, pour nous aide à concevoir nos stratégies d'amélioration. On va mettre tout à gauche l'objectif
qu'on veut atteindre, par exemple réduire de 50% les escarres. Ensuite, on va mettre nos modes d'action et on va alimenter chacun des modes d'action par nos interventions d'amélioration. Et puis tout ça n'est pas suffisant, il faut coupler ceci à une stratégie de mesure. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait ce qui est prévu? Est-ce que tous les patients à risque bénéficient des interventions de prévention des escarres? Est-ce que tous les patients bénéficient de l'hygiène des mains, etc. Est-ce qu'on fait ce qui est prévu? C'est les indicateurs de processus. Comment évoluent les résultats? Est-ce que les escarres diminuent? Ça, c'est les indicateurs d'outcome ou les indicateurs de résultats. Et nous avons ajouté une catégorie qui, pour nous, est très importante, c'est comment est-ce que nos interventions d'amélioration sont perçues. Par exemple, si on dit, on réunit tous les directeurs des soins dans une séance stratégique sur les escarres et on incite les directeurs des soins à utiliser le calendrier des escarres pour accrocher l'attention des équipes. Si on fait ça et qu'on demande ensuite au cadre de soins, est-ce que vous le faites? En général, ils nous disent, oui, on le fait. Donc, on ne se contente pas de ça, on fait des questionnaires auprès des collaborateurs de ces unités et on demande aux collaborateurs, avez-vous vu passer le chef de votre chef dans votre unité de soins et a-t-il enclenché le dialogue sur la prévention des escarres? Et c'est ensuite ces taux-là qu'on va restituer à nos équipes et aux cadres de soins pour leur dire, vous pensez que vous faites, mais vos collaborateurs ne perçoivent pas toujours qu'ils le font. Voilà. Et puis enfin, dernier point clé qui me semble capital, c'est la structure de gouvernance du projet d'amélioration. Ça peut être le comité de pilotage interne, ça peut être le parrainage par la direction générale de ce projet, ça peut être les engagements pris par les directions générales au moment où ils s'inscrivent dans un projet. Il faut des mécanismes pour garantir qu'on ne se contente pas de dire « oui, on va faire », mais qu'on fait vraiment ce qu'on a dit qu'on allait faire au cours du projet. Et ça, c'est un mécanisme de retour, de responsabilisation qui est très important et qui doit être assuré d'une façon ou d'une autre. Voilà ce qui me semble être quelques messages importants. Je réponds volontiers à des questions. Je pense qu'on a encore une dizaine de minutes. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous inviter à vous mettre en plein écran, si vous voulez, M. Steins, pour qu'on ait vraiment l'impression que vous soyez avec nous. Volontiers. Voilà, c'est super. Merci. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions, des réflexions qui vous viennent à la suite de ce très intéressant exposé de M. Steins sur le collaboratif et surtout sur le côté un peu multimodal? Je crois qu'une des choses vraiment très importantes sur lesquelles vous avez intervenu, c'est le côté multimodal des interventions. Absolument, ça me paraît être vraiment clé et je vous assure que je rencontre encore beaucoup trop de gens très candides qui pensent vraiment que j'envoie un courriel et puis les gens vont changer leurs habitudes, etc. Et quand je regarde mes habitudes, c'est pas comme ça qu'elles changent. J'aimerais manger un peu moins, j'aimerais perdre un petit peu de poids, eh bien croyez-moi, c'est difficile. Et que ce soit quelqu'un qui doit arrêter de fumer, que ce soit quelqu'un qui doit diminuer sa consommation d'alcool, qui doit manger moins, ou qui doit prévenir des escarres ou faire l'hygiène des mains, c'est des habitudes humaines qu'il faut changer et c'est un travail de longue haleine et c'est vraiment du multimodal qui est nécessaire. Moi j'avais une question sur la quête des bonnes pratiques. Dans ce que j'ai compris, c'est une équipe, c'est un espèce de comité de pilotage qui va rechercher la base de connaissances dont vous avez parlé. Est-ce que oui, j'ai bien compris? Oui, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire la recherche par les professionnels médicaux et soignants, chacun dans son domaine ou en collaboration? Alors, ça me paraît être une idée intéressante. Nous ne l'avons pas encore essayé. C'est quelque chose que nous centralisons. Donc, c'est les organisateurs du collectif. Nous sommes deux, ma collègue qui est chef de projet et moi-même, qui faisons les revues de littérature. Ensuite, on va chercher des experts et on leur soumet les bonnes pratiques identifiées pour affiner, etc., rendre plus robustes nos interventions d'amélioration. Et ensuite, on réunit des groupes tests, des groupes pilotes et on confronte nos professionnels avec ceci, on les fait parler, etc. Mais on ne leur a pas demandé de réaliser la revue de littérature même, dans ce sens que c'est quand même un investissement relativement important et on ne s'est pas vraiment permis de le décentraliser. Mais ça me paraîtrait être une piste assez intéressante.
parce que votre exposé faisait écho avec la préparation des chemins cliniques dès qu'on peut le faire. Enfin, je l'ai fait avec des gens que vous connaissez probablement, le GRIEPS à Lyon. Et la revue de littérature fait partie intégrante du travail donné à la fois aux médecins et aux soignants, et donc de faire intégrer l'evidence-based medicine et nursing. Et que les gens aillent rechercher eux-mêmes l'information des bonnes pratiques. Et on a le sentiment que ça infuse peut-être un peu mieux. Je veux dire que, un peu comme vous, on essaie d'avancer un petit peu, de pousser la main, de proposer des références. Mais il semble que le fait d'aller chercher les bonnes pratiques peut permettre d'impliquer un peu plus les équipes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une stratégie tout à fait intéressante. J'ai constaté à beaucoup de moments qu'on est souvent un petit peu bloqué par l'adage comme quoi il ne faudrait pas réinventer la roue. Mais en fait, dans beaucoup d'équipes, il y a besoin de réinventer la roue. Il y a besoin de trouver par soi-même. En anglais, on dit « to adapt is to adopt ». C'est-à-dire, si on vous impose des changements que vous n'avez pas trouvés par vous-même, vous allez être beaucoup moins convaincu de ces changements. Alors, nous, la façon dont on a mis ça en pratique, c'est on laisse des marges d'adaptation et d'ajustement de nos interventions d'amélioration dans les équipes pour qu'ils s'approprient. Votre proposition va encore un petit peu plus loin, elle est de les impliquer dans la recherche de cette base de connaissances. Et en faisant cette recherche, ils vont eux-mêmes s'apercevoir qu'il y a une littérature assez concordante sur différentes bonnes pratiques et se les approprier. Ça me paraît intéressant. Parce que je reviens toujours avec mon chemin clinique, parce que je pense que ça va vraiment évoquer ça. On est aussi sur le regard sur ce qui se passe dans la prise en charge d'une pathologie, dans le chemin clinique autour d'une pathologie. Et puis, on compare ce qui se fait, qu'on analyse, avec les bonnes pratiques qu'on est allé chercher. Et là, on construit en quelque sorte, avec l'équipe médicale et soignante, et les gens ensemble, on construit des modifications de comportement, là aussi, avec des objectifs qu'on se fixe et qu'on suit avec des indicateurs. Et je retrouvais un petit peu la philosophie de ce que vous exposiez. Je pense qu'il y a beaucoup de similarités. Je pense que un chemin clinique, c'est très semblable à ce que j'ai décrit, dans ce sens que on part d'une revue de littérature et on essaie de se dire, mais une recommandation de pratique clinique, si elle contient 43 items à réaliser au quotidien dans les soins, etc., elle ne va juste pas être suivie. Par contre, si on a un chemin clinique et qu'on a défini à chaque journée, à chaque moment, qui doit faire quoi et avec quel résultat attendu, on va être sur quelque chose de beaucoup plus digeste et beaucoup plus réaliste. Oui, puis la fixation des objectifs et le choix des indicateurs avec les équipes, c'est aussi extrêmement intéressant, et d'impliquer les équipes dans ce qui va leur être proposé. C'était une similitude. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience des chemins cliniques dans le public, là, autour d'une pathologie? Enfin, vous connaissez le... Oui. Est-ce que la présentation de M. Stens vous a évoqué quelque chose sur le micro, Marion? Bonjour, c'est un petit peu différent parce que c'est des chemins cliniques qui concernent des prises en charge de patients avec un profil bien déterminé. On est de l'hôpital à domicile, donc c'est vrai qu'on est un petit monde un peu à part. Et c'est des chemins cliniques sur des typologies de patients bien précis, de l'entrée jusqu'à la sortie du patient. Mais dans l'idée de regarder les bonnes pratiques, oui, et puis de construire ensemble, tous les professionnels, des modifications de comportement, si c'est des objectifs, des surveillances par indicateur, on retrouve un petit peu la démarche qu'a exposée M. Stens. Voilà, tout à fait. Donc en fonction des incidents qui peuvent survenir, quels qu'ils soient, qu'on ait forcément la bonne attitude et que tout le monde fasse la même chose. Oui, ça aussi. Et sur la traçabilité aussi. Ce qu'il y a aussi qui est frappant dans votre intervention, dans ce que vous avez présenté, c'est la précision et la richesse des indicateurs et des évaluations. Et je pense qu'il faut vraiment être très attentif à ça quand on monte des opérations de modification de comportement. Pour que ce soit pérennisé, il faut justement que ce soit évalué, ce que vous avez très bien dit, évaluer que les résultats soient communiqués.
Je pense qu'il y a une ingénierie des indicateurs qui est assez importante, effectivement. Si on a trop d'indicateurs, on met trop de charges de travail auprès des équipes pour collecter des données, etc. Et ça ne va pas fonctionner. Et si on a des interventions d'amélioration qui n'ont pas d'indicateurs, on ne va pas pouvoir les piloter non plus. Donc il faut trouver le bon nombre d'indicateurs et les bons répertoires d'indicateurs. Alors pour moi, il y a toujours les classiques, il y a la structure. La structure, par exemple, pour l'hygiène des mains, c'est est-ce qu'il y a des distributeurs de solutions hydroalcooliques pour chaque lit, etc. Il y a les processus, est-ce qu'on pratique l'hygiène des mains, est-ce qu'on pratique le dépistage des escarres, etc. On a besoin de ça. Il y a le processus, pardon, il y a le résultat ou l'outcome, est-ce qu'il y a des escarres, est-ce qu'il y a des infections nosocomiales, etc. Et puis pour moi, il y a encore une catégorie supplémentaire qui est la perception des interventions. Si, par exemple, les collaborateurs perçoivent que l'importance accordée à l'hygiène des mains est en train de croître dans leur établissement, eh bien, il y a un potentiel de pérennisation pour la suite qui est très important. Ça, c'est un petit peu un indicateur culturel et qui est important aussi. Et puis la largeur de l'impact sur l'hygiène des mains ou la prévention des escarres était un peu différente. Je repensais au schmacking et l'observation que vous faisiez. L'observation que c'est sur une pathologie donnée, alors que les exemples qu'ils ont été donnés sont valables pour un établissement dans son ensemble. Donc c'est à la fois plus large avec donc potentiellement des résultats meilleurs, mais c'est aussi peut-être un petit peu plus lourd, non ? Oui, c'est vrai que là, on est dans des projets qui sont d'une envergure et d'une ambition assez importante. C'est des projets pour lesquels on va solliciter auprès des établissements qu'ils libèrent, par exemple, un 0,3 équivalent temps plein comme chef de projet, et puis encore un 0,3 équivalent temps plein réparti entre 3 personnes clés, médicales, soins, etc., pour être l'équipe de projet pour ceci dans un hôpital de taille moyenne. C'est un petit peu ce qu'on demanderait. Donc, on est autour de 0,6 équivalent temps plein dans chaque établissement, réparti entre 3 personnes. Noémie, une question de Noémie. Oui, c'est 0,6 établissements sur 0,6 ETP par établissement sur 18 mois. Oui. Justement, Anthony, en préparant l'intervention, on s'était dit qu'il fallait aussi aborder ce sujet-là. Ce qui semble essentiel dans ce type de projet, c'est l'engagement. L'engagement des professionnels à améliorer leurs pratiques, mais aussi l'engagement institutionnel. Donc c'est vrai que la dynamique que vous avez initiée, elle embarque quand même un certain nombre d'établissements. Est-ce que vous pouvez partager justement ces quelques clés de succès qui font que les établissements sont engagés sur le long terme ? Est-ce qu'il y a eu des départs ? Est-ce qu'il y a eu des échecs ? Et comment vous avez géré ces situations-là ? Alors, ce n'est pas facile à les gérer, mais c'est très important de les gérer. C'est ce à quoi je fais allusion en parlant de structure de gouvernance. Les établissements qui s'inscrivent pour un de nos collectifs signent des engagements. Donc, en quelque sorte, nous contractualisons avec les établissements et ils vont s'engager à mettre les ressources nécessaires. Par exemple, c'est 0,6 équivalent temps plein pendant 18 mois pour ceci. Ils vont s'engager à collecter les indicateurs, à les partager, etc. Et vous vous doutez de ce qui va se passer après 2 ou 3 mois de projet. Il y a forcément un établissement qui va omettre d'envoyer ces données. Et tout le collectif se joue à ce moment-là. Si nous laissons passer ceci, tout s'écrase. Donc nous devons être très tatillons, suivre de très près, etc. Et nous ne laissons jamais passer un établissement qui envoie passer, on le fait de façon bienveillante, on va faire un rappel, on va téléphoner, voir ce qui se passe, est-ce qu'on peut soutenir, de quoi il y a besoin, etc. Et puis si ça dure un tout petit peu trop longtemps, le premier niveau, c'est la personne qui est chef de projet pour ce collectif, et le deuxième niveau, il est chez moi, et au deuxième niveau, j'appelle le directeur général en disant, j'ai sous mes yeux un coupon d'inscription, il y a votre signature, vous avez signé tels engagements, et ce n'est pas en train de se passer. Donc, c'est pas jouable, c'est pas OK. Et il faut absolument ceci parce que la tentation est très grande pour les établissements de s'inscrire et ensuite de ne pas mettre les ressources qui sont convenues. On a par exemple un établissement qui à un certain moment a dit « Oh, on va pas y arriver avec toutes ces ressources qu'il faut mettre, etc. On va quitter le collectif ».
Alors, on leur a envoyé une facture. Donc, le collectif est inclus dans le prix des cotisations de la Fédération des hôpitaux vaudois. Il n'y a pas besoin de payer quelque chose pour les établissements pour participer. Mais par contre, on leur avait fait signer un engagement que s'ils partaient de façon prématurée, eh bien, ils devaient une dédite à la collectivité. Et on leur a envoyé une facture d'environ 30 000 €. Et voilà, ça déclenche un petit électrochoc dans les établissements. Mais aussi, une fois que ça se sait, eh bien, ça responsabilise, ça fait en sorte que les gens ne prennent plus trop à la légère ce type de choses. Est-ce que sur le plan institutionnel, vous utilisez le poids des patients, parce qu'on l'a vu passer dans la sensibilisation en pratique sur les SCAR par exemple, mais est-ce que sur le plan institutionnel, vous êtes aidé par les représentants d'usagers comme on a chez nous? Pas assez. Pas assez. On devrait encore beaucoup plus, dans nos stratégies multimodales, il devrait y avoir encore beaucoup plus l'axe patient et associer des patients dans la construction d'un collectif comme celui-là. Ça me paraît aussi tout à fait pertinent, mais qu'on a encore peu fait. Bien. On arrive, je crois, au bout de notre session. On va remercier et applaudir le professeur Stolf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois, on aura certainement encore envie de vous entendre. Merci à nouveau. Formidable. Et bonne fin de journée. Merci pour votre attention et bonne suite de session. Merci. Plaisir.